toi. Bonjour. Et aujourd'hui, tu as souhaité parler de quelque chose. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et puis, est-ce que tu peux aussi nous dire quelle est ta fonction? Alors oui, aujourd'hui j'ai décidé de parler parce que ça me paraissait être d'utilité publique. Donc je suis infirmière depuis bientôt 15 ans et je suis atteinte d'une pathologie chronique donc, qui est de plus en plus connue, fort heureusement maintenant, c'est l'endométriose. Donc j'ai été diagnostiquée en 2012, donc c'est pas très vieux et pour autant je souffre depuis mon adolescence. Donc je ne vais pas entrer dans les détails pour expliquer ce que c'est, mais en tout cas c'est dû à des perturbateurs endocriniens et cette pathologie crée des douleurs très importantes lors du cycle féminin, mais aussi en dehors. Donc, c'est-à-dire que c'est une maladie qui donne des douleurs chroniques tout le temps. Tout le temps, on vit avec des douleurs. Donc, il y a les douleurs, il y a la notion aussi de syndrome anxieux et dépressif créé par ces douleurs, et la notion de fatigue chronique, puisque nous sommes obligés de vivre, de combattre tout le temps cette douleur avec des médicaments, etc. Donc, ça altère clairement le mode de vie, en fait. Le mode de vie est altéré, nous sommes souvent sur les nerfs, il y a beaucoup de conséquences. Donc, certaines arrivent à avoir des atteintes au niveau de la vessie, ce qui fait qu'elles sont obligées d'avoir une sonde urinaire. Il y a des atteintes au niveau du côlon, donc certaines se retrouvent avec des poches de stomie pour faire leurs besoins. Ça peut être des atteintes au niveau des poumons, ça peut monter jusqu'au niveau des yeux, ça peut monter au cerveau, et je vais dire le plus dramatique pour une femme, ça crée une stérilité secondaire, donc beaucoup de difficultés à avoir des enfants. Donc ce qui est mon cas. Clairement, je suis en processus de fécondation in vitro depuis fin 2014, et donc jusqu'à présent, j'y suis toujours. C'est difficile. C'est très difficile dans la vie de tous les jours parce que on est entouré de personnes qui ont des enfants, etc. Donc quand le désir est là, le désir d'enfanter est là, c'est très difficile. Dans la vie de couple, c'est aussi difficile. Fort heureusement, j'ai mon mari qui me soutient. J'ai un soutien sans faille de mon mari. Donc ce n'est pas le cas de toutes les femmes, et ce qui est malheureux. Et donc c'est un traitement, donc le traitement pour la fertilité, c'est un traitement qui est très lourd, très lourd. Donc quand il y a des échecs, ce n'est pas évident. On peut facilement perdre pied et tomber dans la dépression, voire plus. Et en fait, aujourd'hui, je tenais à en parler parce que non seulement je suis triste de savoir que cette maladie que je n'ai pas demandé à avoir, en fait, c'est pas le fruit du hasard. C'est dû justement à un empoisonnement des terres. Donc, clairement à un, comment dire, il y a des responsables qui savaient très bien ce qu'il en était. Et moi, je dis que il faut que la population sache que personne n'est à l'abri, qu'on est tous contaminés, et qu'il y a que dans chaque famille, il y a quelqu'un qui peut avoir une atteinte quelconque. Donc, que ce soit au niveau de la prostate, ou même les jeunes femmes qui en âge de procréer, qui n'ont pas encore essayé de procréer et qui, quand elles voudront le faire, peut-être, elles auront déjà la quarantaine. Ça va être long, ça va être difficile.
Et donc, elles vont se retrouver en détresse. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais témoigner pour apporter ma pierre à l'édifice. Mais est-ce que dans ta fonction, tu as eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes dans le même cas, en fait? Est-ce que comment dirais-je, tu trouves que c'est une maladie qui est très répandue en Martinique? Je trouve que c'est une maladie qui est de plus en plus répandue. J'ai rencontré certaines femmes, donc j'ai eu l'occasion de soigner certaines femmes justement qui étaient en processus de fécondation in vitro. Mais dans mon entourage, que ce soit proche ou lointain, j'entends souvent parler de problèmes de fertilité ou de problèmes de fausse couche, parce que ça englobe tout ça aussi, donc les problèmes gynécologiques. Et donc en fait, je trouve que c'est une pathologie qui est de plus en plus répandue, l'endométriose en tout cas, mais il y a aussi un problème de fertilité, peut-être pas forcément secondaire à l'endométriose, mais il y a un problème d'infertilité qui est grandissant, puisque j'ai eu l'occasion de parler avec le gynécologue qui me suit et qui me disait qu'il était obligé de diminuer un peu sur ces chirurgies gynécologiques parce qu'il y a de plus en plus de demandes d'accompagnement à la procréation médicalement assistée, que ça devient de plus en plus important. Donc pour pouvoir suivre, il est obligé de diminuer sur ces opérations de chirurgie gynécologique. Et tu parlais d'empoisonnement. Que voulais-tu dire exactement? Eh bien, je crois que tout un chacun sait, hein, tout le monde, enfin, certains se voilent encore la face, mais l'empoisonnement, c'est le chlordécone. Hein. Je suis originaire du centre de la Martinique, donc le Lamentin, qui était connu pour ses habitations, etc., ses champs de bananes. J'ai grandi à côté d'un champ de bananes. Ma grand-mère était ouvrière agricole. J'ai eu l'occasion d'aller travailler avec ma grand-mère dans les champs de bananes. Et dans mes souvenirs lointains, j'ai même eu l'occasion de semer quelque chose. Je suppose que c'est de l'engrais. Je ne suis même pas sûre de ce que c'était. Et je ne me souviens même plus si j'avais des gants ou pas. Et j'ai des souvenirs d'hélicoptères qui semaient je sais pas trop quoi. Et donc les particules sont dans l'air. J'habitais juste à côté. Donc voilà quoi. Pour moi, tout est lié. Pour moi, tout est lié et il n'y a pas de secret. C'est le chlordécone, clairement. Et justement, alors, ta grand-mère qui vivait là, est-ce qu'elle a eu des soucis de santé? Ma grand-mère est tout le temps malade. Elle est tout le temps malade. On ne sait pas ce qu'elle a. Apparemment, elle n'a pas de cancer, mais c'est quelqu'un qui est tout le temps malade. Depuis que je suis en âge de comprendre, j'ai toujours connu ma grand-mère malade, souffrante, soit de l'estomac ou difficulté à manger, etc. Je l'ai toujours connue souffrante. Et donc toi, tu fais le rapport avec tout ça? Pour moi, tout est lié. Ouais. Pour moi, tout est lié et je pense que... On était en quelle année à peu près? Comment? On était en quelle année lorsque tu y allais chez ta grand-mère faire... J'ai grandi chez ma grand-mère. J'ai grandi chez ma grand-mère, donc depuis ma naissance, j'ai toujours vécu là jusqu'à ce que je parte pour les études à l'âge de 19 ans. Et quand est-ce que les complications ont réellement commencé pour toi? Alors, mes douleurs ont commencé dès les premières règles. Donc, dès l'âge de 14 ans, j'avais déjà de violentes douleurs. Mais bon, c'est une maladie qui... Donc, c'est avec le temps que les douleurs s'accentuent. Donc, on fait toujours comprendre aux jeunes filles que c'est normal d'avoir mal au ventre quand on a ses règles, qu'il n'y a rien d'alarmant, etc., etc., etc. Donc,
pendant mes premières années de vie de femme, en fait, on va dire de mes 14 ans jusqu'à mes 18, mes 20 ans, ben voilà, j'avais des douleurs, mais on me dit que c'est normal. Donc voilà, et c'est quand je suis partie en études, j'avais encore ces douleurs-là, on m'a mise sous pilule, donc tranquille pendant tout le temps où j'étais sous pilule. Donc pas de problème de douleur, donc pour moi ça allait. Et bon, ayant décidé d'arrêter la pilule parce que je ne suis pas très pour le chimique, on va dire, pour autant je suis dans le métier, mais bon, tant qu'on peut éviter, moi je dis évitons. J'ai arrêté les contraceptifs. Je suis restée au calme pendant 2 ans et demi. Et puis c'est là que de violentes douleurs ont commencé. C'était dans les années 2010. Moi, je comprenais pas. Je savais pas ce que c'était. Je savais pas pourquoi j'avais aussi mal. Et l'endométriose, je ne connaissais pas. Donc en 2010. Donc c'est pas si vieux que ça. Et il a fallu quand même 2 ans pour que je puisse être diagnostiquée. Et ce n'était pas ici. Ce n'était pas sur la Martinique, malheureusement. Parce que pour les médecins, ben, ça va, il n'y a rien. Je ne vois rien à l'échographie, etc. Donc, est-ce que tu as l'impression que les médecins savent ce qui se passe et qu'en quelque part, ils essaient de cacher une certaine réalité? alors, je pense que certains médecins n'ont pas donné trop d'importance à cette pathologie. Et certains médecins, pour moi, ne savent pas et ne connaissent pas. Parce que, fort heureusement, je me suis dirigée vers un médecin qui était quand même assez calé sur le dossier de l'endométriose. Donc, je peux le nommer, si ça peut aider certaines femmes. C'est le docteur Quist. Malheureusement, peut-être qu'il va prendre sa retraite. Mais en tout cas, c'est lui qui m'a prescrit certains examens. Et quand certaines jeunes femmes venaient vers moi en me disant oui, mais je comprends pas, j'ai mal, etc., je leur disais écoute, va chez ton médecin traitant, demande tel examen, tel examen, tel examen. Et ben, les médecins traitants ou certains gynécologues disaient mais oui, mais pourquoi vous voulez cet examen-là? C'est pas un examen, ça c'est quand on a un cancer ou quelque chose comme ça. Donc certains médecins ne sont pas au courant qu'il y a des examens effectivement qui sont faits pour les tumeurs, pour les marqueurs tumoraux, mais qui sont aussi des marqueurs qui sont spécifiques à l'endométriose, qui permettent de poser le diagnostic de l'endométriose. Alors, bon, moi c'est mon métier, donc je vais le dire si ça peut aider. Quand vous avez de violentes douleurs qui vous donnent des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des malaises, etc., allez demander à votre médecin, à votre gynécologue, allez leur demander de vous prescrire une IRM, de vous prescrire un dosage des CA125. Oui, c'est bien ça, CA125. Ce sont des marqueurs tumoraux, mais ce sont des marqueurs aussi qui peuvent aider au diagnostic d'une endométriose. Donc, et certains médecins ne sont pas au courant de ça. Et comment as-tu réagi quand tu as fait le rapprochement entre ta situation de santé et le chlordécone? Voilà. Alors, tout d'abord, il n'y a pas longtemps, hein, c'était il y a peut-être 2 semaines, bon, je suivais un peu ce qui se passait avec les militants qui demandaient des explications. Et puis, au fur et à mesure, quand on s'intéresse aux choses et qu'on voit qu'il y a pas mal d'articles, etc., et en fait, on se dit, mais merde, pourquoi moi? Pourquoi moi? Donc, il y a de la tristesse, de l'angoisse, où on a envie de pleurer parce que on se dit que ce corps qui ne fonctionne pas comme il le faut, donc qui ne sait pas procréer, en fait, c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute et pourtant, on arrive à un moment où on en veut à ce corps de ne pas faire son travail, alors qu'au final, on a été empoisonné. On a été empoisonné et
les générations à venir, ben, elles le savent peut-être pas, mais peut-être que c'est pareil. Peut-être que c'est pareil et que Je pense qu'ils sont tous sacrifiés. j'ai presque envie de dire oui, parce que il y a de plus en plus de jeunes femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui ont des problèmes de prématurité, de problèmes de fausse couche, etc. C'est pas anodin, c'est pas anodin. Il y a une raison. Est-ce que toi, tu as, enfin, je te pose la question, est-ce que tu as un chiffre au niveau des statistiques concernant ça? Je n'ai pas de chiffre. Je ne me suis pas penchée sur la question clairement, je ne vais pas mentir. Mais en tout cas, déjà dans mon entourage, le nombre de femmes que je vois qui ont des problèmes, je me dis, mais c'est pas normal. Mais toi, tu es relativement jeune. Est-ce qu'on pourrait déjà avoir ton âge à toi et puis aussi savoir la tranche d'âge que tu rencontres dans la même situation? Alors, donc moi, j'ai 37 ans. Et ben, c'est des personnes de ma génération, de la génération juste avant et certaines de la génération juste après moi. Donc j'imagine la génération qui est encore après, qui peut-être est insouciante ou non, je ne dirais pas insouciante, mais je dirais que c'est une génération qui peut-être voudra des enfants beaucoup encore plus tardivement que nous. Et quand cette génération sera prête, ben peut-être qu'il sera trop tard et que ce sera un désastre. Parce qu'en fait, cette génération n'aura pas la chance comme nous de prendre les choses à temps, soit par la procréation médicalement assistée ou par diverses techniques qui pourraient, je ne vais pas dire éradiquer cette pathologie parce que c'est une pathologie dont on ne guérit pas. Mais en fait, il sera peut-être trop tard pour la génération qui vient. Mais concernant, enfin, toi qui es infirmière, est-ce que tu as l'impression, enfin, qu'est-ce que tu penses que, déjà, est-ce que tu penses que c'est un génocide et que c'est une action qui a été faite volontairement pour faire en sorte de pouvoir exterminer toute une population? Alors, moi, je vais dire que pour moi, c'est un génocide, oui. C'est un génocide parce que selon ce que moi j'ai vu et certains articles, ils savaient très bien que c'était un danger pour la population, qui avait un fort danger puisque ça a été interdit aux États-Unis bien assez tôt. Mais ils ont voulu quand même écouler le stock. Donc pour moi, quand on ne sait pas, donc j'estime que c'est une erreur. Mais quand on sait et qu'on continue dedans, pour moi, ce n'est pas une erreur. Pour moi, c'est un génocide. Donc pour moi, c'est ça. Et pourquoi n'y a-t-il pas de mesures d'urgence prises par les instances qui s'occupent justement de la santé des Martiniquais? Pour moi, c'est une question de gros sous. C'est-à-dire que, donc, on va pas se voiler la face, on sait très bien qui c'est qui est à la tête de tout ça. Et j'ai envie de dire que certains politiques ont envie d'être à l'abri, parce que pour eux, être à l'abri, c'est être sous l'aile de l'État. Il y en a certains qui ont été favorables pour les pontages aériens, il y en a d'autres qui ont signé des accords pour pouvoir faire en sorte que la canne à sucre puisse avoir de l'azulox. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance aujourd'hui aux hommes politiques, aux instances, clairement non, comment dirais-je, à l'institution, l'ARS, qui donne des chiffres, qui donne des rapports? Est-ce que tout ça, les Martiniquais aujourd'hui peuvent se fier à ce genre de réponse en fait? Est-ce que c'est suffisant? Pour moi, clairement non. Il faut fouiller un minimum. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des examens qui se font, donc le test au chlordécone qui, pour moi, est encore trop cher alors que nous n'avons rien demandé. Justement, alors, il y a Zéro Chlordécone, Zéro Poison, qui est le collectif, qui justement fait en sorte d'obtenir une exigence pour que tous les Martiniquais, et non pas que les agriculteurs, ou voire même ceux qui ont été en rapport avec le produit, puissent bénéficier du test gratuitement. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
moi, je trouve que c'est un juste retour des choses, puisque nous n'avons rien demandé à quiconque. Nous avons été sciemment empoisonnés. On n'a rien demandé. Donc, c'est comme nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone. Quand il y a un scandale sur la France hexagonale, j'ai bien envie de dire France métropolitaine, puisque pour moi, l'image que je vois de la Martinique, la France nous considère encore comme une colonie. La France nous considère encore comme une colonie, c'est juste l'appellation qu'on n'a pas, l'appellation département qu'on a, mais pour moi c'est une colonie. Le préfet, pour moi ce n'est pas un préfet, pour moi il fait office de gouverneur. On est encore dans une colonie puisque on n'a pas droit à la parole, on n'a pas droit de se défendre, puisque quand on se défend et quand on veut faire valoir nos droits, on nous envoie les forces de l'ordre. Donc, on nous considère comme des citoyens de seconde zone, puisque quand il y a des incidents sanitaires sur la France hexagonale, tout est mis à nu. Ils font tout l'historique de comment ça s'est passé, etc. Je prends l'exemple du sang contaminé. Donc, il y a eu le sang contaminé. Je pense qu'il y a bien d'autres choses. Bon, les exemples ne me viennent pas là directement. Mais en tout cas, ça se bouge. Mais là, notre population, clairement, certains militants et entourés de certains avocats, essaient de tirer la sonnette d'alarme. Et je constate que soit il y en a certains, donc c'est malheureux, qui ne sont pas concernés. Moi, je ne suis pas sur le terrain. Clairement, je ne suis pas sur le terrain. Donc, je ne vais pas non plus condamner quiconque. Mais je ne peux pas me permettre de traiter les militants et les gens qui demandent réparation de tous les noms et de traiter leurs actions d'inutiles ou quoi que ce soit, etc. Je ne peux pas le faire. Parce que pour moi, qui ne dit mot consent à cela. C'est-à-dire que si on ne dit rien, ça veut dire qu'on est d'accord. Eh ben ok, on est là les gars, empoisonnez-nous et puis allons finir avec ça, quoi. Oui, alors justement, tout le monde semble dire que c'est l'État les responsables, tout en sachant que l'État, c'est quand même la population qui paye par les impôts et tout ça. Une vaste mascarade, ça. Donc l'État est responsable. Oui, l'État a sa part de responsabilité, mais c'est pas à l'État de tout endosser. Il y a d'autres responsables. C'est pas uniquement l'État qui est responsable. Ça voudrait dire que si c'est l'État qui est responsable, donc en fait c'est comme un chien qui se mord la queue. Donc ça veut dire que c'est la population qui est responsable parce que c'est la population qui donne l'argent pour que l'État puisse fonctionner. Donc j'estime que c'est trop facile. Donc oui, l'État a sa part de responsabilité, mais il faut que les vrais coupables soient inquiétés. Les vrais coupables, on sait tous qui sont les vrais coupables, tous ceux qui ont distribué, qui ont contribué aux dérogations pour prolonger l'utilisation de ce pesticide. Toutes ces personnes-là, ce sont eux les coupables aussi. Donc, oui, l'État a sa part de responsabilité parce que l'État a signé. Le gouvernement? Le gouvernement a signé. Mais, il faut aller chercher les grosses têtes qui ont... Mais pourquoi c'est si difficile comme ça en Martinique alors que toute la population, enfin les gens de la population savent clairement qui ils sont? Il y a des articles qui ont été faits en ce sens. Et j'ai l'impression qu'au niveau des hommes politiques, ils font tout le contraire de ce que veut le peuple. Comment dire? On va pas se voiler la face. Hein. On est sur un petit caillou où tout marche par le filon, tout marche par le graissage de pâte. Les dessous de table, etc. On va pas se voiler la face. Il y a une bonne partie des gens qui ne fonctionnent, enfin, il y a une partie des gens qui ne fonctionnent pas comme ça, mais quand on regarde la léthargie de nos hommes politiques et leur train de vie pour certains,
on voit clairement pour qu'il roule, hein. Donc, on va pas se voiler la face, hein. Il y a clairement un blocage et on met les bâtons dans les roues, c'est-à-dire que on essaie d'étouffer l'affaire, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Alors, mais toi qui... Alors, quel message aurais-tu souhaité adresser aux À la personnes population. à la population, mais aussi aux femmes qui, comme toi, ont subi cet empoisonnement et ont cette maladie endocrinienne? Je n'ai de conseils à donner à personne, mais juste quelque chose à dire. Réveillez-vous. Réveillez-vous parce que peut-être que quand vous serez disposé à vous réveiller, il sera trop tard. Réveillez-vous. Peu importe par quelle action peu importe quelle action vous allez faire, je n'ai pas de conseil à donner à qui, enfin, je m'entends, c'est-à-dire que je ne peux pas dire qu'il faut faire de telle manière, de telle manière, de telle manière. Chaque personne voit comment, à son échelle, elle peut militer. On ne peut pas dénigrer quelqu'un qui se bouge pour pouvoir faire avancer les choses. Alors on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Ça, il n'y a pas de souci. Les goûts et les couleurs, les opinions, c'est propre à chacun. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous et agissez. Le 13 janvier prochain, il va y avoir 7 personnes qui vont être jugées pour des actions qui ont été faites au niveau de la manifestation, de la contestation, qui a été faite au niveau du Roubaix Océanis. Ces 7 personnes-là vont être jugées et forcément, ils vont forcément avoir des condamnations. Est-ce que d'un côté, tu penses que la population devrait soutenir ces gens? Ou est-ce que tu penses que le 13 janvier, c'est aussi un choix entre rester sous la domination et rester victime de l'empoisonnement, ou est-ce que le 13 janvier, la population doit prendre ses responsabilités pour pouvoir se dire qu'il faut se défaire des empoisonneurs et des personnes qui font l'oppression justement sur cette population martiniquaise? Moi, je dis que le 13 janvier, ça sera un moment très important. Pourquoi? Parce que s'il y a des condamnations, ça voudra dire que, comme je disais, nous sommes des citoyens de seconde zone, c'est-à-dire restez dans votre petit chez vous, dans votre petit confort, dans votre petite surconsommation et fermez-la. Donc ça veut dire que on est malade, mais on n'a pas le droit de l'ouvrir. Et moi, je pense que l'issue de ce procès est très importante. Et moi, je dis que la population devrait soutenir parce que ce sont des gens qui clairement se battent pour nos enfants, pour les enfants de demain. Donc, comme je dis, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais ce sont des gens qui sortent de chez eux, qui pourraient rester là devant leur télé tranquillement, à profiter avec leur famille, partir en voyage, etc., mais qui ont compris qu'il y a des enjeux très importants et qui se battent pour leurs enfants, pour l'avenir de leurs enfants, la santé de leurs enfants. Donc, pour moi, il est inadmissible que ces personnes servent d'exemple. Parce que pour moi, c'est des personnes, pour moi, c'est ça. Le gouverneur de la Martinique, je préfère dire ça comme ça, le gouverneur de la Martinique veut faire des exemples pour pouvoir museler la population et nous faire la fermer. Et moi, je ne trouve pas ça juste. Parce qu'on a le droit de parler et de se défendre et de demander des comptes parce que nous sommes empoisonnés. On a le droit, c'est notre droit. Et de par ta fonction, est-ce que tu as eu l'occasion de voir des bébés, des enfants malades à cause de ce poison? Alors moi, non, parce que c'est vrai que j'interviens très peu sur les enfants. Donc je ne peux pas, sincèrement, je ne pourrais pas parler sur ce sujet parce que je n'ai pas clairement, voilà, j'ai pas les données. D'accord. Donc, on te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire?
Eh bien, ce que je voudrais dire, c'est que pour ces femmes qui sont atteintes de l'endométriose, gardez espoir parce que vous n'êtes pas seul. Parlez-en parce que il ne faut pas en avoir honte parce que c'est souvent resté tabou, donc on n'en parlait pas beaucoup. N'ayez pas honte parce que ce n'est pas de votre faute, vous n'avez rien fait. Cherchez de l'aide là où il faut. Et j'ai envie de dire à toutes ces générations, même si vous n'êtes pas prête à enfanter, mais soyez vigilante sur votre santé, sur la santé de votre utérus. Ok, merci. Voilà.